Bon, Madame Lefebvre, vous avez quitté la Pologne à 9 ans. C'était en quelle année, s'il vous plaît? Vous avez quitté la Pologne en 1923, je crois. Oui, en 1923. En 1923. Et oui. vous êtes retourné pour la première fois en Pologne en quelle année? En 1975. Et jusque-là, vous n'étiez jamais retourné en Pologne? Jamais. Et j'avais aucune nouvelle. Aucune Je ne nouvelle m'intéressais de la pas famille. d'ailleurs, je voulais même pas qu'on en parle de la Pologne. J'étais des années que la Pologne elle était complètement sortie de ma mémoire. C'est quand je commençais à vieillir que tous mes souvenirs sont revenus tout doucement, tout doucement. Et là, j'ai eu la nostalgie. Alors mon mari m'avait toujours promis, parce qu'il y a eu la guerre, on avait tout perdu, mon mari était prisonnier, on n'avait plus rien, il a fallu tout recommencer à zéro. Bien sûr. Et mon mari me disait toujours, dès qu'on sera rétabli, comme tout sera rentré dans l'ordre, d'abord ça commençait, puisque Nicolas travaillait au garage de Favresse, et M. Favresse se débrouillait pour nous avoir une voiture d'occasion, et on devait partir en Pologne avec votre avec mari. mon mari. Et tous ces préparatifs-là, tout a été parti en quelques jours, puisque mon mari est décédé à l'usine. Brutalement. Alors tout a été... Et là, ben, c'était pareil, ben, tout était oublié, on n'en parlait plus. Moi, je pensais toujours à la Pologne. Et quand j'ai marié ma fille, pas Nicole, mais ma deuxième fille, Sylvaine, celle que vous avez vue la dernière fois, son mari, qui est là, m'a toujours dit, moi je vous emmènerai en Pologne. Et quand je suis rentrée en pré-retraite, en 74, et l'année d'après, on partait en Pologne, à l'aveuglette, sans savoir quoi que ce soit. S'il y avait quelqu'un, enfin vraiment, sans savoir quoi que ce soit, on partait comme ça. Sans avoir prévenu personne. Sans avoir prévenu. Je ne pouvais pas, puisque je n'avais aucune adresse. Pas de contact. Rien du tout. Alors on est parti, et tous les péripéties, traverser l'Allemagne, après les deux Allemagnes, après à la frontière polonaise. Après, on est arrivé à Poznań. À Poznań, on était à l'hôtel. On a passé la nuit. Et le lendemain, on a repris la route. Et c'est là, sur la route, que je disais toujours à mon beau-fils, vous faites attention, à peu près 20 km avant Varsovie, vous ralentissez parce que je vais retrouver le nom d'une petite ville. Alors mon beau-fils il se moquait de moi, il a dit qu'est-ce que vous racontez là, à 8 ans, vous retrouvez le nom d'une ville. Et si, on roulait, puis d'un seul coup, je dis à mon beau-fils, vite, arrêtez, ça y est, c'est ici. Pruszków est là. Il ne voulait pas croire, mais enfin, il a quand même fait marche arrière. Je dis voilà, et maintenant, il ne faut plus continuer tout droit, il faut prendre le chemin de Pruszków. Là, on est rentré sur ce chemin pour Pruszków, et on a rencontré une voiture, un chariot avec un monsieur. Alors, je dis, bon, ben, c'est le premier personnage polonais que je vais questionner. Alors, on s'est arrêté, j'ai demandé pour aller à Utrata. Ben, il dit, Utrata, ça n'existe plus. Ça s'appelle plus Utrata, ça s'appelle Piastów. Alors, je dis, bon, ben, on va chercher après Piastów. Mais je dis, là, on rentre bien à Pruszków. Pruszków, c'est toujours pareil. Là, mais là, après, vous allez, il y a des changements de sortie de Pruszków, il y a plein de changements, mais là, il faudra demander, si vous rencontrez quelqu'un, il faudra demander votre route. Mais quand on a traversé Pruszków, et à la sortie, je dis ici, on est sur le bon chemin, parce que ici, c'est l'asile d'aliénés, et c'est là que je venais à la messe avec maman. Alors j'ai reconnu le mur et le bâtiment. Alors là, c'est pareil, mon fils dit, il y a eu des bombardements, il y a eu tout, comment vous pouvez reconnaître ce mur? Ben, je dis, je le reconnais, il est tel que je l'ai quitté.
Et vous aviez 8 ans. Et j'allais sur 9 ans. Sur 9 ans. Mais ça, ce chemin-là, je le faisais tous les dimanches, régulièrement avec maman. On allait à la messe à Plouchkouf. Mais quand il pleuvait ou qu'il faisait trop froid, on arrêtait à la chapelle de cet endroit-là pour pas aller si loin, quoi. Bon, alors là, pour continuer, on est sorti et je dis, bon, il ne faut pas chercher après Outrata, puis ça n'existe plus, il faut chercher après Piastouf. Alors on a continué, puis quand on est arrivé, Piastouf, je dis, oui, c'est bien ici, c'est anciennement Outrata, parce que je reconnais mon école. Elle était encore telle que aussi. C'était une grande bâtisse tout en briques rouges. Elle était restée impeccable. Elle n'était pas abîmée du tout. Et c'était... C'est pour vous revenir un petit peu aussi qu'il y avait déjà du racisme à l'époque, parce que c'était la cité des cheminots, et cette école-là, elle appartenait aux cheminots. Et nous, on allait à l'école des cheminots. Et les enfants des cheminots, ils se croyaient tous au-dessus des autres, alors ils nous insultaient, qu'est-ce que vous venez faire là, enfin, ce que vous pouvez imaginer. Hein. Alors vous voyez que ça existait déjà à l'époque. Et bon, ben, je dis là, on est sur le bon chemin. Alors maintenant, il faut prendre la route de Colonia Opatch. Alors, on continue, on voit Colonia Opatch. Ben, je dis, c'est là que mes parents, ils habitaient. Mes grands-parents, ils habitaient. Et en fait, c'est là que j'étais née. Alors, on continue, on arrive dans Colonia Opatch. Et c'est pareil, je dis, il faut que je demande, parce que je ne reconnaissais plus rien. Il y a eu des nouvelles maisons, il y a eu du changement. Oui, bien sûr, depuis 23, oui, c'est ça. Alors, il y avait un petit jeune homme en bicyclette, alors je lui demande, la famille Diekanski. Ben, il dit, vous êtes juste devant là, vous ouvrez le portail et puis c'est là. Alors bon, Jean-Marie et Sylvain, ils sont restés dans la voiture. Moi, j'ai ouvert le portail, j'ai rentré et j'ai vu ce monsieur, comme mon père là, avec ses bras ballants comme ça, sa chemise, ses manches retroussées. Et je restais figée parce que c'était mon père, mais alors frappant. Je restais bloqué un petit moment comme ça, puis j'ai avancé sur lui. Il a dû se dire à ce moment-là, d'abord il m'en a parlé après, il disait, mais qu'est-ce que c'est cette folle-là qui rentre dans la cour. Alors j'arrive sur lui, je l'attrape comme ça, je dis, tu es le fils à Jean? Il me dit oui. Mais moi, je suis la fille à Antoine, celui qui a émigré en France. Alors là, j'entends une petite voix que j'ai tout de suite reconnue parce qu'elle avait une voix spéciale, ma tante. Alors, elle aussi, quand j'ai dit Yanina, la fille à Antoine, elle a compris tout de suite. Alors, elle s'est mise à crier Yanouchka, Yanouchka, c'est ce diminutif qu'elle me donnait. Quand on est enfant, on nous donnait toujours pour un, mais oui. Alors elle me dit Yanouchka, Yanouchka. Alors je dis, ça c'est la tante. C'était la mère du cousin qui était là au milieu du temps. Alors elle arrivait avec une autre une jeune fille, c'était sa fille. Elles arrivaient toutes les deux, alors on était à 4, qu'on se serrait comme ça, puis on pleurait comme des madeleines. Tous les 4 on pleurait, puis mes enfants qui étaient restés dans la rue. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe, maman, elle sort plus. Alors, ils ouvraient le portail, puis rentrent, puis nous on était serrés à sangloter. Alors, ils sont arrivés, mais ça faisait plus de 4 personnes, ça faisait 6 personnes. Ils sont très sentimentaux, les Polonais. Ah oui, bah oui. Ils pleurent facilement. Hein. Bah oui. Et voilà les premières retrouvailles. Et après, bien sûr, on est rentré à la maison. Un cousin a passé, je ne sais plus quelqu'un de la famille qui a passé là. Il était à bicyclette. Ils lui ont expliqué grosso modo qu'est-ce que les Français sont. Il y a des Français qui sont arrivés. Alors ils sont partis faire la tournée parce que toute la famille aux alentours était là. Il y avait les cousins, là, Irena, puis son mari, ils étaient même partis en vacances. Ils étaient à 200 km de là. Ils sont arrivés vers 2 h du matin. Et il y avait toute la famille s'est réunie là. Puis tout, on a parlé comme ça. La nuit, on ne s'est même pas rendu compte qu'il était 5 h du matin. Et nous, on commence à avoir faim quand même parce que... Et puis bon, ben, la cousine, Irena... Ils ne vous ont pas offert à boire, ça m'étonne. Ah si, on buvait du thé, on buvait du thé, mais... Et puis bon, ils avaient des gâteaux, oui. Et on est parti chez eux. Alors là, elle a préparé un déjeuner, on a déjeuné, puis on est parti dormir. Et voilà là.
Votre retour en Pologne. Mon retour en Pologne. Après bien des années. Oui, oui, des années après, 52 ans après. 52 ans, oui. Et vous avez eu de la chance de retrouver la famille au même endroit. Ils sont pas trop dispersés. Non, puisque c'était leur terre. Ils sont tous restés sur leur terre. Oui. Puisque c'était comme ça. Parce qu'il y avait la part à mon père aussi. Mais comme il n'a jamais voulu... mon père, c'était un rêveur. Et la terre, ça ne l'intéressait pas. Et il est venu travailler comme un pauvre malheureux en France, dans les terres. Alors après, bien sûr, il n'a jamais avoué qu'il était comme ça en France. C'était très émouvant, alors, des retrouvailles émouvantes. Oh oui, oh là là. C'est pas quoi, parce que c'est... Je vous dis, il y avait plein de familles aux environs, alors tout le monde y accourait. Bah oui, j'imagine. Oui. Et votre fille, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle en a pensé, votre fille et votre beau-fils? Oh ben oui, ils suivaient. Oui, mais c'est pas ça, c'est parce que... Il parlait, alors moi, à chaque instant, mon beau-fils il faisait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, bon, fallait que alors c'était ça le plus terrible, parce que, arrivé au matin, moi je pouvais même plus dire un mot. C'était vraiment la voix passée, j'en pouvais plus. Alors à chaque instant, quelqu'un d'autre parlait, c'est ma fille qui disait, qu'est-ce qu'elle a dit, maman? Et c'était comme ça toute la nuit. Et ça durait comme ça. De la langue. Et on est resté 3 semaines, parce qu'on était parti, oui, je compte pas le trajet, tout ça, on est resté quand même 3 semaines, alors on a visité, ils nous ont emmenés visiter la Pologne. Et l'année d'après, c'est des jeunes Polonais qui sont venus. Donc vous avez renoué des liens avec la famille de Pologne. Oui. Et ça n'a jamais... Et c'était au moment où en Pologne il n'y avait rien, mais alors il n'y avait rien. Il y avait les épiceries, les boucheries, il n'y a rien. Ma cousine, elle payait un petit pépère qui se levait à 3 heures du matin. Il allait s'asseoir sur les marches de l'épicerie ou chez le boucher, parce qu'on savait que à telle heure il allait pour faire la queue. Alors elle le payait, comme ça elle était la première quand le magasin ouvrait. Parce qu'il n'y avait rien. Alors moi c'était la pénurie en 75. Alors moi j'ai commencé à faire les colis. Je faisais des colis 2 fois par mois, j'envoyais un gros colis avec enfin des vêtements, tout ce qu'on pouvait trouver du ravitaillement. Il n'y avait pas de café en particulier? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. C'était tout était vide partout. Bien sûr, eux, ils avaient quand même leur ferme, ils avaient de la volaille. Ils n'avaient pas ça. Ils avaient quand même tué un cochon, mais les Russes, tout était contrôlé. Eux, comme ils faisaient, ils cultivaient comme il y avait du blé, il y avait de l'orge, il y avait du seigle, et des pavots, puisque c'était avec des pavots qu'on faisait de l'huile. De l'huile avec des pavots, et des graines de pavots? Ah ben bien sûr. Parce qu'on fait des gâteaux aussi, mais je ne savais pas qu'on faisait de l'huile. Ah si, moi j'ai connu, pendant tout le temps en Pologne, j'ai connu que l'huile de pavot, il n'y avait pas d'autre huile. L'huile de pavot et l'huile de... De tournesol peut-être? Non, pas de tournesol, mais de colza? De colza. Il y avait que ça. Mais l'huile de pavot, c'était de l'huile vraiment... Avec les graines de pavot, on faisait de l'huile? Oui. Non, ça je ne savais pas. Donc ils avaient à manger, quoi. Ils n'étaient pas... bien sûr, ils n'avaient pas à manger, mais ils n'avaient pas de café, ils n'avaient pas de sucre. Voilà. Et il y a plein tous les produits qui n'étaient pas issus de la terre. Il n'y avait pas de fromage, il n'y avait rien du tout. Il y avait tout ça, ça n'existait pas. Parce que les Russes, ils ramassaient toute leur culture, tout ce qu'ils ramassaient, le blé, enfin tout, ils prenaient les 3 quarts, ils leur laissaient qu'un quart. Alors, avec ça, il fallait qu'ils se débrouillent pour nourrir leurs bêtes, pour faire leur pain, et garder des graines pour l'année d'après pour semer. Des semences. Oui. Et en plus, les curés, ils passaient à Pâques, et ils ramassaient encore... Alors ça... Peut-être pas seulement à Pâques. Si, tous les ans à Pâques, c'était obligatoire. Ils passaient, c'était comme un impôt, alors. Oui, c'est comme un impôt. Il fallait donner, même s'ils n'en avaient pas, ils empruntaient. Ma grand-mère, ça je me souviens aussi, une année elle pleurait, c'était obligée d'aller emprunter 50 kilos de blé pour donner à monsieur le curé, parce qu'elle en avait plus,
C'était de votre grand-mère, au début du ma siècle. grand-mère, oui, oui. La Il mère, fallait emprunter pour donner à monsieur le curé. oui, voilà. Mhm. Elle a été empruntée chez des voisins, que c'était même, il s'appelait Schulz, c'était un Allemand Oui, qui était marié avec une Polonaise, il avait pris il se considérait comme Polonais, mais enfin c'était un descendant d'Allemand. Mais il vivait très bien, hein, très gentil, et c'est lui qui a prêté les 50 kilos de blé à... Mais c'était pour un service, c'était pour des obsèques ou pour un service particulier ou c'était comme un impôt? Ah non, c'est comme un impôt, il fallait subvenir aux besoins de... Parce que je pense que pour du des obsèques... presbytère, et puis enfin tout ce qui est de l'église, et puis tout. Oui. C'était très très dur, la vie était très dure. Et en plus, c'est les Russes qui ramassaient tout. Ils ont laissé toutes les cultures, ils ont tout laissé. Ils ont les terres, comme ma grand-mère, ils avaient tout leur terre. Ils cultivaient tout. Mais il fallait quand même payer les ouvriers. Oui, ils n'ont pas supprimé la propriété. Non, non, ils n'ont rien supprimé, mais toujours existé. Les récoltes, ils en prenaient les 3 quarts, quoi. Oui, à la différence de l'URSS, les paysans, ils ont gardé leurs terres en Pologne. Ah oui, oui. Ils étaient propriétaires et ils ont toujours gardé leurs terres. Oui, ils ont tout gardé, oui. Parce que c'était pas le cas en Russie. En Russie, c'était différent. Oui, je ne sais pas. C'était la collectivisation, mais en Pologne, ils ont gardé leurs terres. Les paysans ont résisté. Qui prenaient ce qui... Ils prenaient comme un impôt, voilà. d'une part. Et vous êtes retourné donc... On est retourné l'année d'après. En 76, alors? Oui, parce que l'année d'après, il est venu une cousine, celle-ci, là. Celle-ci. Elle est venue avec un cousin, un autre cousin aussi. Ils avaient 18 ans tous les deux, alors ils sont venus tous les deux l'année d'après. Et on a été les mettre au Bourget. Ils ont pris l'avion et nous, on a continué le chemin et on est arrivé en Pologne. Alors, eux, ils sont arrivés un peu avant nous puisqu'ils avaient pris l'avion. Et nous, le lendemain, on les a rejoints. Ça fait qu'on a retourné comme ça. Donc vous avez renoué des liens avec la Pologne depuis... Et on était... Bon, il y avait moi, ma fille, mon beau-fils, et puis ils avaient 2 enfants. Il y avait un petit garçon et une petite fille. Le gamin, il avait 6 ans, la fille, elle avait 4 ans.